Alain, propos d'un Normand. Comme je m'entretenais de la justice et de l'égalité avec un homme généreux, il me dit, non sans tristesse, il y a des paresseux. Voilà ce qui complique le problème. J'ai quelque expérience de l'administration. Eh bien, comme dans un jardin vous distinguez tout de suite des roses et des œillets, de même dans chaque service vous distinguez des paresseux et des travailleurs. Partout le travail est fait par quelques-uns, et les autres en profitent sans aucun remords, occupés principalement à se faire d'utiles relations, à flatter leur chef, à avancer. Vous légiférez pour des travailleurs, et c'est assez facile. Moi, je pense aux paresseux. Je lui répondis en citant d'abord l'exemple bien connu des typographes travaillant en commandite. Leur salaire est alors égal, et c'est à qui travaillera le plus. Et puis, je l'invitai à considérer le paysan, comme il travaille, et de quel cœur, même sur la terre qui n'est pas à lui. Quand le foin est sec, et que l'orage s'élève à l'horizon du sud-ouest, le plus pauvre des ouvriers ne songe seulement pas à sa fatigue. Il compterait avec son patron, il ne compte point avec le beau foin. Dans ce dernier hiver, qui fut pluvieux et boueux, je vis, étant un dimanche à la campagne, une belle chose. Le froid était venu pendant la nuit, la terre craquait en résistant sous le pied. Ce fut un joyeux bruit de fouet, de grelots, de charrettes fumantes. Il fallait profiter de cette terre durcie pour faire les charrois de fumier. Tout le monde s'y mettait, et de belle humeur. Mais il faudrait citer aussi le facteur, le postier, l'instituteur, tous ceux qui ont à faire un travail utile et bien déterminé. C'est l'idée même de leur travail qui les entraîne. Ils ne peuvent point remettre. Ils n'ont point cette mauvaise excuse de l'homme qui réfléchit, qui cherche ses mots, qui bâille, qui se découvre une fatigue ou une migraine, et qui s'ordonne à lui-même 2 heures de somnolence ou de promenade, ce qui le conduit peu à peu à mépriser son travail, s'il ne veut se mépriser lui-même. Chose singulière, cette ironie se remarque presque partout chez ceux qui se contrôlent eux-mêmes, et même, par la crainte du ridicule, chez ceux qui travaillent le plus. Une injustice, fort commune dans les travaux de cette espèce, donne quelquefois de l'aigreur au plus noble caractère. Souvent, un travailleur, par l'effet de ses connaissances et des services qu'il rend, est maintenu dans une place de subalterne. Souvent, un paresseux est évacué sur un poste supérieur. Il reste toujours que la politesse et l'intrigue peuvent trop. Ainsi, il est très vrai que si l'on jugeait les hommes d'après ceux dont le métier est de penser, on les jugerait trop mal. J'entends bien que cette corruption tient justement à leur dangereux métier, et que les vertus de l'homme du peuple sont le fruit de la nécessité. Mais bénie soit la nécessité. Ce n'est pas une raison pour empêcher que le peuple donne du fouet et de l'aiguillon aux intelligences. Il serait beau que les intelligences comprennent cela. 14 juillet 1912.